émettre. Donc, c'est pour ça qu'Hachem il est content. On arrive à ce fameux Yichud Nifla. Vous savez, j'ai profité beaucoup des moments de confinement pour réfléchir à ça, que avant de commencer à prier, penser qu'on a la Shrina devant nous. Il y a un Raphaël de Brise qui dit que si on ne pense pas qu'on a Dieu devant nous, ça n'est même pas un guédère de tefila. C'est pas que c'est une tefila sans kavana. On peut pas vraiment dire des mots, d'un mur, non. Avant de commencer Mincha, avant de démarrer, je parle de l'Amida, pensez, j'ai Dieu devant moi. Ah, quelle présomption, pour qui tu te prends? Je ne me prends pour rien du tout. C'est les Chachamim qui me disent ça. Quand tu pries, tu as la Shrina en face de toi, c'est tout. Hachem Nitzav. Il faut être conscient de ça au moment où on prie. Voilà. Il faut être conscient de ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier. Le problème, c'est qu'on oublie. Ah, mais maman, je vous dis exactement le mot. J'ai profité, moi. Je parle de moi parce que on s'y retrouve tous. Et le meilleur moyen de dire des choses convaincantes, c'est de les vivre toi-même. Vous voyez, ça, c'est pas chou. Et bien, dans ces moments de confinement, je commence jamais sans faire le Tanya du jour. Or, ces dernières semaines, c'est toutes les liens de Avat Hashem. La première Ava qui est Barad et Shtadel Achad Avoui, comme un fils qui aime son père, qui court après son père. L'autre, c'est l'autre lien de Ava, c'est Hashem, Iviticha Balayla. C'est un mot dans les prophètes, Iviticha. J'ai une Tava de Dieu, pourquoi? Parce que Nafshi Iviticha Balayla, parce que c'est ma vie. Pensez 2 minutes que Hashem, c'est notre vie. On a vu, vous êtes tous au courant, on a perdu des amis chers qui ont vécu 40 ans. Notre ami Baruch Hoknin, voilà, Hachem il a repris sa vie. J'ai fait mes débuts avec lui à la place des fêtes. Il faut. 80. Le docteur comme ça. Ouais. Oui, je parle du bien sûr, il y a tout le docteur Odia, il y a Gérard Poiti, il y a tous nos amis. André Teboul, le directeur. C'est plein de monde. C'est proche, on a prié ensemble toujours. C'est comme ça. Un mon âme qui est dans moi, j'ai une tava de Dieu. Pourquoi j'aime Dieu? Parce que c'est ma vie, c'est ma vie. On enlève ça, il n'y a plus rien. Il y a un corps inerte. Après, Zaken il rentre dans d'autres ignanim. Le ignan de Kemaim Panim la Panim. Pourquoi je vous en parle comme ça avec aisance? Parce que Baruch Hashem, j'ai le trou de vivre avec. J'ai vécu avec. Imaginez, je vais donner un machal que Admor Zaken dit. Imaginez un petit peu. Le roi. Il sort de son château, avec ses ministres, et il sort avec toutes ses mapalias, avec un char très très beau. Il arrive dans votre maison, là où on est maintenant avec nos petites maisons, même bicoques parfois. Il rentre dans notre maison, il fait un immense effort pour rentrer dans notre maison, et il nous embrasse comme son fils aîné. Comme ça, il dit Admor Zaken. Et c'est incroyable ce que je suis en train de vous dire. Chaque juif, il a la même opération tous les jours. Si vous passez, mamash, 1-2 minutes demain, avant de commencer au doux, pensez à ça, que Dieu il a laissé toutes les aléonymes. Et il est venu s'occuper de toi, pas du clan d'Israël, de toi, de moi. Moi. Je suis ma yeshut, ma gassout. C'est extraordinaire, vous vous rendez compte s'il a fait, je suis beaucoup. Ça, Avat Olam, l'Ava qu'il a montré de ce mitzamtem et de venir dans la maison de chacun. Le roi, il laissé tout, il a que ça à faire. Il a laissé le royaume, il a tout ça. Il n'a pas d'approche s'occuper de moi. Je vous garantis que pendant ce moment de. Les milliards de galaxies à l'infini, que nous, on n'est même pas un microbe de ça, il vient et se tient debout à côté de nous. Exactement. Et si tu prends sur toi de penser quelques minutes, on commence à le dire de bonne énoute. Tu vas voir que la tefila sort d'elle-même, avec des nigounim, chacun son nigoun, chacun ses mamaches. Pour moi, j'ai beaucoup profité de ces moments, de prendre du temps. Pour la tefila, un peu des bonnes tu ne peux pas maintenant de faire des samarbettes, de samarvav ou d'Ainbet, pas de ça. Faire le Tanya Ali Badenafché, il y a des pérugines, très très bons pérugines maintenant, et vivre avec, surtout vivre avec, c'est ça là. Après, quand je fais l'halakha, c'est autre chose, c'est pas de l'halakha, on fait un nœud, on ne fait pas un nœud, comme je vais expliquer, on met du sel sur la tâche, mettre du sel, ça devient autre chose, ça devient divin. On est fous les juifs, un goy il nous entend, ils sont fous, c'est mes yeux. Il est divin, il a mis un peu de sel sur sa tâche, le Shabbat. Oui, c'est divin. Ça qui est extraordinaire. Maman, c'est nifla, ce qu'on vit maintenant. Et donc, il faut bien y penser. On arrive vraiment à Avat Hashem. Hashem Okecha, mitzvah tous les jours, le matin et la nuit. Il y a du boulot, hein. Il y a du travail. Hein. Alors, Bataille, tu veux que je te dise quelque chose? C'est pas qu'il y a du travail. Tu es venu pour ça, mon vieux.
Tu es venu dans ce monde, les Shamesh et Kono. C'est ça, il y a du travail. On est venu pour ça dans ce monde. C'est pour ça qu'on demande à Dieu, donne-nous encore quelques jours encore, encore quelques jours. Un jour de plus, je fais encore une mitzvah, je fais encore une mitzvah. Vous connaissez cette halakha qu'on a le droit de transgresser Shabbat même pour un petit peu de vie. Quelqu'un, le médecin, il dit voilà, transgresser Shabbat, le monsieur il va vivre encore 5 minutes. 5. On transgresse Shabbat pour 5 minutes. On est sûr qu'il va partir, le monsieur. Et bien, pour ce petit 5 minutes de plus, tu transgresses Shabbat. Comment c'est possible? Parce que dans 5 minutes, on peut faire des merveilles, des bons et merveilles. Tu fais rien qu'une bracha. Que tout a été fait par la parole de Dieu. Tu es en train de te mettre à faire tous les mondes, oh, ils dansent. Tous les anges, ils dansent. On ne s'imagine pas si une halakha, regardez comme ça descend dans la halakha. 5 minutes de vie. Mais quand je dis 5, c'est même une minute de vie de plus. Tu transgresses Shabbat, tu prends la voiture, tu appelles le médecin, tu appelles le téléphone, tout est plus tard. Pour une minute de vie. Je vous montre à quel point une minute de vie d'un juge, c'est chachou. Et ça, il faut vivre avec ça. C'est dur, c'est un gros travail, je dis pas. Hein, je sais qu'on est grossier, tout ce que vous voulez. Je sais qu'on est très loin de tout ça. Mais malgré tout, la chassidoute nous dit, malgré l'éloignement, chaque juif, il est chachou au jeu de Dieu. Hein, on a des enfants, beaucoup d'enfants, il y en a qui sont moins bons que d'autres, sont moins brillants que d'autres. Pour les parents, pour papa, maman, au contraire, même le moins brillant, celui qu'on aime le plus, parce qu'il faut l'aider plus que les autres. C'est très bien. Donc, il faut être comme ça. Et quand on est sûr de ça, vous dites, la voda, elle est différente. On sert Dieu avec joie, avec simcha. Voilà, messieurs. Revenons donc maintenant. Je vais vous faire, c'est un des sujets de temps d'Azraël, j'espère. Je vais vous faire une partie, une de petites mélachot. On va peut-être commencer. Vous pouvez dépasser un peu le temps. Hein. Vous pouvez dépasser un peu. Hein. Y a pas Et les chèvres sont d'accord. J'ai une plateforme qui bouge. Alors, très bien. Je passe au choix Ticha de Tziboura, mais je sais que la Chabo Hachem, c'est pas matria. Alors, on est plus que d'accord, on voudrait un cours tous les soirs, nous. La vérité, c'est pas l'envie qui m'en manque, mais je vous promets, avant la crise, lundi je donne un cours, mardi je donne un cours, jeudi je donne un Créteil. Le seul moment qui reste, c'est mercredi et dimanche. C'est le seul moment qui me reste. Donc, je n'ai pas tous les soirs. Et maintenant, on a repris tous les cours. Tous les cours ont été repris par Zoom, donc je n'ai pas trop de temps. Je vais essayer d'en ajouter un peu plus, comme au moins la semaine prochaine, en faire 2 avant Matan Torah. En tout cas, celui-là, en tout cas, celui du lundi, il ne bouge pas. Vous êtes avec nous. C'est l'avant-dernière. Elle est simple, mais c'est bien de la savoir. C'est la dernière. Rav, après que tout s'arrange, il n'y a plus cours avec vous, on peut toujours faire, on ne sait jamais. Oui, on verra, mais le problème, c'est qu'il va falloir trouver du temps, parce que... avec le temps, selon votre emploi du temps. Normalement, les soirées, la journée, je suis au collège, les soirées, je donne des cours. Bon, peut-être on va trouver votre heure, c'est mon heure. Votre heure, c'est mon heure. On va essayer de continuer. Je m'adapte à vous. Ce n'est pas vous qui vous adaptez à moi. Moi, je m'adapte à vous. Très bien, on va essayer de trouver du temps. Alors, le rabbi nous a appris, hein, ça n'existe pas qu'il n'y a pas le temps. Hein, même l'atome, il a dit à Rav Shendat, même l'atome, tu peux encore l'écraser et mettre de la place, prendre de la place encore. Bon, ok, c'est connu les mots du rabbi. Alors, la dernière melacha, c'est portée. Bon, en Israël, vous n'êtes pas tellement concerné, il y a des hérouvim, tout c'est porté dans le Shout Arabim, on est très concerné, on fait toujours attention à fouiller nos poches avant de sortir Shabbat. Yom Tov aussi, on va voir après. L'avant-dernière, c'est Makeba Patish, le dernier coup de marteau. Il y a une melacha qui consiste à finir quelque chose. Je vais vous donner plusieurs exemples. Ça s'appelle Makeba Patish, le dernier coup de marteau. On tape sur une tôle, à un moment, le forgeron, la personne compétente, l'artisan, il sait, bon, c'est le dernier coup, ça y en a fini. Donc ça, c'est une melacha qui est en soi. C'est un abot melachot qui consiste donc à finir quelque chose. Il y a beaucoup de toldot. Je vais vous donner quelques toldot de cette melacha-là. Et des fois, ça fait peur. Alors, comme ça. Vous savez, parfois, vous achetez un vêtement, il reste un petit fil dans qui a été mechaber les pièces de tissu qui ont fait le vêtement. En français, ça s'appelle du faux filage. En hébreu, ça s'appelle l'agma, c'est shelal, shin lamed lamed. Shelal. Vous avez fini le vêtement. Maintenant, quand tout est fini, on a le dernier fil. Et bien, enlever le dernier fil, c'est finir le vêtement. Ça sort minatora, pas shoot à son minatora. Si vous avez comme ça des fils qui restent encore,
c'est Assur Minatora. Je vais vous donner un exemple très pachout. Il m'est arrivé dans quelques années de nettoyer la pièce de tissu blanche qui est cousue sur notre talit gadol, avec un morceau de tergal comme ça qu'on met sur la tête pour ne pas noircir le talit. Au bout d'un certain temps, cette pièce de tissu, elle noircit, elle est grise et tout. Bon, chacun la comme un peu. J'ai pris l'habitude, je la défais, je demande à mon épouse de la défaire, je la lave, après on la recoupe. Bon, c'est ce qu'on a fait. Shabbat, je prends mon talit gadol, en même temps sur la tête, aïe, ça me pique la tête. Qu'est-ce qui se passe? Aux quatre coins, donc, mon épouse avait remis la pièce de tissu sur le talit. Aux quatre coins, on a mis une petite épingle. Pachoute pour tenir, avant de passer donc mon talit gadol et la pièce de tissu à la machine à coudre. Mais avant de passer à la machine à coudre, il faut mettre ces fils ou ces petites aiguilles pour tenir la pièce de tissu. Bon. Eh bien, ces quatre petites aiguilles-là qui ont tenu le fait de les enlever après avoir tout recousu, ces fils ou ces petites aiguilles ont servi à reconstituer le talit, afin qu'il reste bien, et ensuite finir la couture à la machine. Le fait d'enlever ces derniers fils, le fait d'enlever ces deux petites aiguilles, c'est Assur Minatora. On peut pas faire des erreurs comme ça énormes. Alors on prend une aiguille, nous j'enlève une aiguille, quel est le problème? Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est vraiment la chose qui a permis de constituer les pièces entre elles, et puis les enlever pour finir. Par contre, vous allez me dire, waouh, Shabbat dernier, j'avais une chemise toute neuve, elle était attachée avec un petit carton et des petites aiguilles comme ça, petites épingles. Sachez que j'ai le droit d'enlever ces épingles. Pas possible. Quand vous enlevez les épingles du petit carton, vous voyez de quoi je parle, hein? La chemise est toute neuve là dans son petit carton, et puis il faut souvent enlever des épingles pour prendre la chemise toute neuve. Ça, c'est pas interdit. Pourquoi? Parce que la chemise elle-même, elle était finie déjà. Seulement on l'a recousue dans les usines, on les a pliées, et pour que la chemise elle tienne, on a remis des épingles au bout du compte. Souvent ça vient de Chine, ils font ça. On a des milliers de personnes qui travaillent là-dessus, ils mettent sur leurs petites épingles, et comme ça vous les enlevez, on jette les épingles après. Comme ça on fait. Ça c'est permis. Parce que le vêtement était déjà fini, et j'ai rajouté ces épingles pour qu'ils tiennent avec le carton. Donc c'est permis. Vous voyez, petite nuance, mais importante. Je continue donc d'autres cas qu'on appelle maquet à patiche. Tout simplement, vous êtes en train de manger un morceau de viande à table, Shabbat, et vous avez une fourchette, on va dire, pas d'excellente qualité. Le morceau de viande était un peu dur, vous appuyez un peu, la fourchette elle se plie entièrement. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Ce couteau, cette fourchette, cette cuillère qui sont complètement pliées, vous la redressez, vous la mettez droite. Et bien ça, c'est Assur Mishum Maquet à patiche. Parce qu'en l'état, elle est toute pliée comme ça, on ne peut pas l'utiliser la fourchette. Alors, le fait de la redresser comme ça, vous la ramenez à être un kéli utilisable. Ça, c'est Assur aussi. Vous voyez, petite chose, mais on ne sait jamais. Je continue. Toujours dans ma patiche, il y a un Ketimat Kessam. C'est quoi Ketimat Kessam? Vous avez des cure-dents parfois, même qu'on utilise aussi pour piquer une olive pendant les kiddushin. On utilise ce morceau de bois là des fois pour se curer les dents. Parfois, il peut arriver qu'il est usé, ou même parfois vous avez une allumette comme ça. Afin de créer une pointe, vous cassez ce petit morceau de bois, ou vous cassez ce cure-dent qui est usé aux pointes, et à l'endroit de la cassure, il y a toujours une petite pointe qui se crée. Et vous utilisez cette pointe pour vous curer les dents. Ça, c'est maquet à patiche. Vous rendez compte un peu? Imaginez, hein. J'ai même vu, quelquefois, quelqu'un m'a demandé avec les fourchettes en plastique. Quelqu'un il était en train de se curer la dent avec les fourchettes en plastique. Il n'y arrivait pas. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris la fourchette, il a cassé la petite dent. Il a cassé la petite dent. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, bah, écoute, je me cure rien. Mais quelle différence entre avec la fourchette? Tu as bien vu qu'avec la fourchette, tu ne pouvais pas l'utiliser. Donc, c'est en le cassant que tu l'as rendu apte à être utilisé. Donc là, c'est un peu différent parce qu'il n'a pas fait la pointe, c'est juste en cassant. Mais dès l'instant, on casse un morceau de bois pour récupérer une pointe et l'utiliser, et même que vous allez tout de suite la jeter tout de suite après, sérieusement. Donc, vous l'avez fait, mamash, shimouch, khatpa'ami. Pour utiliser une seule fois, c'est Assur, c'est maquet à patiche. Vous vous rendez compte? Je continue donc ma liste de
de petites marasim, encore une fois, où on conclut quelque chose. Quelquefois, on a un ongle et ça dérange un petit peu. Il est un peu. On voudrait, il y a certains ont le réflexe comme ça comme déguiser l'ongle en quelque sorte. Ça arrive chez les Moalim. Les Moalim, ils ont un ongle un peu long afin de faire la priya, de retourner le prépuce. Alors, quelquefois, le ongle est usé. Ça, hein, ça c'est interdit à cause de Makeva Patish. Voilà. D'autres cas aussi de Makeva Patish qui sont, parfois, vous voulez couper quelque chose, on a deux couteaux assez aiguisés. Comment est-ce qu'on fait très souvent à la maison, à la cuisine, je vois ça souvent, on prend les deux couteaux et vous les aiguisez l'un sur l'autre. Je ne parle pas de mettre vraiment sur l'aiguiseur, hein. Ça sur l'autre. Le fait de faire ce geste-là, donc vous faites en sorte maintenant que le couteau devient plus lisse, davantage affûté. Le fait d'affûter un couteau, c'est interdit à cause de Makeva Patish aussi. Vous arrivez, vous finissez en quelque sorte, vous le rendrez plus pointu, plus aiguisé. Interdit. Voilà donc quelques cas. Donc, le dernier, avant de passer à d'autres cas dont je vais parler, c'est faire une pétila, faire une mèche. Shabbat ne va pas faire une mèche, certes. Mais Yom Tov, on a le droit d'allumer. On peut allumer les bougies. Maintenant, on achète tout fait, effectivement. Les mèches s'achètent, tout s'achète. Mais il n'y a pas si longtemps, on prenait un peu de coton et puis on faisait une petite mèche, on l'allumait. Et ça peut arriver parfois, hein, des gens qui ont une veilleuse, qui tiennent à avoir leur veilleuse à huile, etc., comme à l'ancienne. Avec un morceau de coton et puis ils tirent une pointe comme ça. Ça aussi, vous créez quelque chose, créez un kéli. C'est Makeva Patish, cette chose aussi. Vous voyez? On fait bien attention à ne pas faire ce genre de maasim qui finissent. Un dernier cas, imaginez que vous utilisiez un balai. Il arrive que le manche à balai se détache de la brosse. Le fait de prendre le manche et de le renfoncer avec force pour qu'il tienne bien, aussi, c'est que vous créez un kéli quelque part. Donc ça, c'est interdit. Certains disent à cause de bonnet, binyan bekeli, c'est interdit à cause de Makeva Patish, mais en tout cas, casé ou casé, c'est interdit. Donc faites attention, n'ayez pas le réflexe de mettre fortement. Si maintenant, attention, c'est un bâton qui se visse et que c'est le derrière de visser, dévisser, il n'y a pas de problème. C'est le derrière comme ça. Mais si c'est le derrière, d'être toqué à Bechosek, de l'enfoncer avec force, alors là, vous finissez la chose. Voilà. Maintenant, les Chachamim ont étendu cette interdiction de Makeva Patish. Il y a beaucoup de Isurim des Rabbanan de Makeva Patish, où, en fait, on finit quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire finir? C'est amener quelque chose à un but que sans l'acte que vous faites, vous ne pouvez pas y arriver. Je m'explique. C'est en Eretz Israël. Vous savez qu'il faut prélever Trumot Masrot. Bon, en général, vous achetez tout avec prélevé, avec les Ben d'Acharedi, etc. Bon. Mais il y a beaucoup de gens qui ont dans leur jardin, ils ont des fruits. Il faut prélever Trumot Masrot. Par aussi des chalotes, fait des chalotes. Il faut prélever la chala. On a oublié de prélever la chala. C'est interdit de prélever la chala pendant Shabbat. Parce que par cet acte de prélever, vous rendez le pain apte à être consommé. C'est comme le dernier coup de marteau. Avant, il avait un digne de Teves, qu'on appelle, je parle entre parenthèses, en Eretz Israël, c'est beaucoup plus chamour que pour nous en Chutz Haaretz. En Chutz Haaretz, quand on a oublié de prélever la chala du pain, on peut mettre un morceau de chala de côté sans rien prélever, hein, on met un morceau de côté, puis on prélève. J'en ai déjà parlé dans les premiers shiurim. On met un morceau de côté, on mange tout le pain, et Motza et Shabbat, on fait le prélèvement sur le morceau qu'on a mis de côté. C'est le principe de Brira. Et Nidbarer les Mafrea. Et ça s'éclaircit rétroactivement que ce que l'on a prélevé Motza et Shabbat, je ne parle pas pour les Choutnik, hein, pour les Salaret, ça va marcher, que ça aura prélevé, même qu'on a déjà le pain déjà mangé, déjà dans le ventre. En Eretz Israël, c'est assourd de faire ça. Parce que le shoresh de prélever la chala, c'est Minatora. Je ne dis pas que c'est Minatora de nos jours, parce que c'est taloué dans Bet Amikdash, c'est taloué dans Rov Israël, à la bon, il y a des discussions là-dessus. En tout cas, le shoresh du prélèvement de la chala en Eretz Israël, c'est un shoresh Minatora. Donc, vous n'avez pas le droit de prélever pendant Shabbat. Interdit.
Donc, si quelqu'un il le fait, transgresse. Parce qu'il amène le pain à être consommé. Pour être consommé, ça saute. Comme s'il crée du pain consommable. Je vais dans le même idée encore. On n'a pas prélevé des ustensiles. On n'a pas trempé des ustensiles. Pessar, etc. On achète toujours des ustensiles nouveaux. Finalement, il y en a, c'est arrivé récemment chez nous. Dans le mikvé, on a trouvé tout un grand sac avec plein de kélim que le balabayit a oublié. Il me demande le matin ce que je peux tremper. Non, interdit. C'est ma patiche. Encore une fois, il y a des grosses discussions là-dessus, dans le Shulchan Aruch. Mais la maskana, la conclusion, c'est qu'on n'a pas le droit de tromper des kélim pendant Shabbat et Yom Tov. Interdit. Donc, si on n'a pas trempé les kélim, on ne peut pas l'utiliser. Je me permets d'ajouter un petit point dans Tvilat Kelim. Peut-être je donnerai un shiur sur ça plus complet. Contrairement à ce que, comme on dit, le monde dit, certains disent, même une seule fois, on n'a pas le droit d'utiliser un kélim non trempé. On peut dire une fois, on a le droit. En d'avoir casé. Non. Vous achetez des couteaux, fourchettes, cuillères. Dingo, bien sûr, en Eretz Israël, Nitachem, que le producteur est juif et tout, je ne parle pas de ça. Mais quelqu'un qui vient de Khoutsa l'arrête, made in China, fait en Chine, c'est sûr qu'il faut le tremper. Interdit de l'utiliser même une seule fois. Il n'y a pas d'éther comme ça. Bon, vous avez vu cette année, vous avez certainement entendu parler du Kunz qu'on a trouvé à cause du confinement et tout, c'est qu'on a trouvé grâce à un shtar, on faisait en sorte que les gens donnaient ou vendaient leur kéli à un goy, à un non-juif. Et dans la mesure où le kéli appartenait à un non-juif, on lui demandait de nous le prêter. Donc, c'est un kéli emprunté à un goy pour un juif, ça on peut l'utiliser sans le tremper. Comme par exemple, si vous allez dans un bistrot une fois, vous prenez une bière dans un verre en verre, même que le verre, on sait très bien qu'il n'est pas trempé, on a le droit. On a le droit, pourquoi? Parce que ce verre appartient à un non-juif, donc on peut l'utiliser. Une petite parenthèse. Donc, je reviens dans les derniers coups de marteau dont on a parlé maintenant. C'est premièrement prélever Trumot Asrot, prélever la chala du pain, tremper des kélim au mikvé, ça aussi c'est interdit. Aussi un cas qui est interdit, j'ai eu l'occasion de vous en parler, c'est déchirer un papier pour l'utiliser. Vous avez un rouleau, ou bien vous avez deux morceaux de papier, grands comme ça, vous les déchirez pour utiliser aux toilettes ou ailleurs, du sopalin, vous pouvez utiliser comme ça. Le fait de déchirer un papier, c'est interdit. C'est interdit midirabanan seulement. Bon, notre Zakin explique parce que ce n'est pas le grère de couper comme ça avec la main, donc c'est midirabanan. Mais c'est interdit. Couper de papier toilette, c'est interdit. Pas le droit. Couper du sopalin, c'est interdit. Alors vous me demandez, ok, et si un jour, ça aussi j'en ai parlé, si un jour on se trouve aux toilettes comme ça, qu'il n'y a que du papier non coupé, bon, je vous ai dit déjà que Mishum Kavod Abriot, pour le respect de la personne humaine, on a le droit de le couper avec un chinouille, de manière habituelle. Donc vous mettez le rouleau entre les coudes, avec les dents, vous débrouillez, d'une manière quelconque, on déchire avec un chinouille. Et Chachamim nous ont permis de faire, en des cas exceptionnels, un issour des rabanan, comme un chinouille, c'est un issour des rabanan de toute façon, ils ont permis de faire cette chose-là, Michon Kavod Abriot, on ne peut pas sortir des toilettes comme ça sans Rav Zerbib, on m'a dit qu'on pouvait couper, mais il ne faut pas que ce soit dans les pointillés. J'ai pas compris. Vous savez, il y a des pointillés sur le sopalin ou sur le papier toilette. Je sais. Si vous le coupez selon les pointillés, c'est encore plus assourd. C'est ça. Parce qu'il y a une autre qui s'appelle Mechater. Mechater, ça veut dire couper selon une ligne. Mais même si vous ne coupez pas selon une ligne, il y a des papiers toilettes où il n'y a pas les petites dents comme ça. Des papiers comme ça qui se déroulent. Ça se trouve beaucoup. C'est pas un Gmar Melacha plutôt? Ouais. Voilà, tu finis quelque chose. Alors si c'est selon la mesure, il y a encore une autre Melacha qui s'appelle couper selon la mesure, mais si ce n'est pas selon la mesure, de toute façon, je suis gomère la chose, puisque grâce à ça, je peux utiliser le morceau de papier. Donc il devient apte à la... C'est un deal clair, c'est une Mishnah dans ma serrette Betsa. Dans des cas, au cas où il n'y a pas de solution, vaut mieux aller chercher où il n'y a pas de chitour, où il n'y a pas de pointillé. Oui, Chazak. C'est mieux de chercher où il n'y a pas de tritour, qu'il y a moins de Issou. Chazak ou Baruch, oui, absolument. Voilà, donc ça c'est Mishum Kavod Abriot. Maintenant, je parle d'un point
bon, ce dont je vais vous parler, c'est des grandes discussions dans les post-kim. Je vais vous donner mon avis. Bon, maintenant, comme tout, Arbe Panim la Torah et beaucoup de Zadim. Des grands post-kim, parmi eux le Rabbi Orbar, il dit comme ça que quand on a le bouchon, alors écoutez bien, il y a une finesse ici, on a une bouteille de Perrier par exemple, une bouteille de jus de raisin et le bouchon est en fer. Pour qu'il tienne bien sur la bouteille, ils ont trouvé un système où il y a une petite bague en bas. Et pour ouvrir la bouteille, il faut tourner fortement le bouchon en métal. Et en tournant le bouchon, il y a la petite bague qui est en dessous qui se casse. Et elle se casse. Donc maintenant, le bouchon, le morceau de fer qui fermait la bouteille, ça devient maintenant quelque chose que l'on peut, grâce auquel on peut ou fermer la bouteille ou ouvrir la bouteille. Ça veut dire qu'avant d'avoir cassé la petite bague, ce bouchon-là n'avait pas une fonction de bouchon. Et c'est vrai qu'il bouchonnait la bouteille, mais il n'avait pas une fonction de Kelly qui sert à fermer et à ouvrir la bouteille. Juste, il colmatait le trou. Il y a une bouteille de coca encore comme ça, pas tout le temps, parce qu'il y en a beaucoup en plastique. Il y en a beaucoup en plastique. Je vais vous expliquer qu'en plastique, c'est un petit peu différent. Alors, beaucoup de poskim disent qu'on n'a pas le droit d'ouvrir comme ça. Une bouteille de mashké aussi, sinon comme ça. On n'a pas le droit, parce qu'en ouvrant le bouchon, vous créez un Kelly. C'est quoi le Kelly? Pas la bouteille. Vous créez le bouchon. Vous créez un bouchon. Alors, je précise bien qu'il n'y ait pas de confusion. Je ne parle pas des bouchons comme un bouchon à bière. Vous prenez comme ça un ouvre-bouteille et vous l'enlevez comme ça. Vous voyez, la bière, etc. Vous prenez, vous l'ouvrez comme ça. Juste, vous c'est bon. C'est une capsule. Une capsule. Alors, les bouchons en liège, il n'y a aucun problème. Bien que maintenant, des chachamim, récemment, ils ont fait des bouchons en liège et au-dessus, ils ont mis un cas avec un O au milieu. Ouais. Donc, ça nous oblige à effacer la lettre pour ouvrir la bouteille. Bon, Hachem, j'ai trouvé un système, j'ai comme ça un ouvre-bouteille. Pression, ouais. Très très fin et j'arrive à passer à côté de la lettre, mais c'est vraiment un isayon. Hein. C'est pas chacham. D'ailleurs, je dis tous les rabbins qui font du vin, et nous-mêmes, quand on fait très attention à ce qu'il n'y ait pas une écriture en haut du bouchon. On les met sur la superficie, à la surface du bouchon, mais cachère et tout, mais pas au-dessus, parce qu'en ouvrant, c'est sûr qu'on va déchirer la lettre, on va effacer la lettre. Bon. Donc, les bouchons en liège, c'est moutard. Les décapsulés comme ça, une bouteille de bière, c'est moutard. Ce dont je parle, c'est comme ça se trouve beaucoup dans les bouteilles de jus de raisin. Il y a un bouchon en fer, quand vous l'ouvrez, vous cassez la petite bague en dessous, et donc vous créez un bouchon. Bon. Il y en a qui disent que non pour diverses raisons. Moi, je vous dis ce que je pense après mûre réflexion. Bon, chacun, assez les harav, et c'est avec une asafek. Mais par contre, il y a une solution. C'est ce qu'on fait. En général, je m'arrange plus ou moins toujours pour ouvrir le bouchon avant, casser la petite bague avant Shabbat. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Je prends un couteau pointu et je fais un trou par-dessus le bouchon. Qu'est-ce que je gagne? Je gagne qu'en faisant ce trou, ce bouchon que je suis en train de créer, quand je l'ouvrirai, n'aura plus une fonction de bouchon. Dès qu'il est troué, il ne protège plus du gaz, il laisse passer le gaz, c'est plus un bouchon. Et on peut le faire pendant Shabbat, ça? On peut le faire pendant Shabbat. Faire un trou, on a le droit de faire un trou pendant Shabbat. Il y a une tosefta à la porte. D'accord. Dans le cas où il n'y a pas de solution, on peut mettre un coup de couteau dedans. Voilà, vous prenez un couteau, hop, vous faites un trou, et après vous l'ouvrez. C'est quand même très pratique, donc on n'est pas bloqué. Bon, je vous dis, à Pessah, on consomme tellement, je passe une petite demi-heure avec toutes les bouteilles avec la famille Baruch Hashem, mais dans le quotidien, chaque fois qu'on m'apporte un bouchon comme ça, j'ai un couteau pointu spécial à la maison, hop, un petit coup, hop, je fais un trou et j'ouvre. Comme ça, je suis tranquille. C'est mieux. D'après Abba Bar, c'est Sominatora, c'est pas Sam. Ouais. Il interdit complètement. Alors certains disent, je donne un petit kunz. On m'a apporté ça, certains disent, et mon genre m'a dit que le Rav Daïch de Yerushalayim, il avait donné cette ça, que peut-être certains permettent comme ça de l'ouvrir et de le jeter tout de suite. Donc il n'aura jamais la fonction de bouchon. Ça veut dire qu'ils gardent des bouchons qu'ils ouvrent pendant le chol de côté, ils ont toujours un bouchon de côté, quelques bouchons de côté, pas troués, pas abîmés, et quand Shabbat, ils sont obligés d'ouvrir comme ça les bouteilles de mâche, etc., donc ils ouvrent, ils jettent le bouchon et prennent un bouchon autre. Ça veut dire que quand il ouvre à ce moment-là, il n'a aucune kavana d'utiliser comme Kelly. Bon,
pourquoi ça discute? Parce que Tachlès, dans les faits, le bouchon il est créé. Même que j'ai l'intention de le jeter, il est créé. Bon, Mais comment aujourd'hui, dans notre génération, on peut penser qu'un bouchon, il peut servir de clé encore? voilà. Ouais, ouais, je sais, c'est pas chouette, c'est sûr. Si vous avez une bouteille de coca, par exemple, et que le bouchon s'est abîmé, elle est fichue, votre bouteille de coca. Et s'il n'y a pas de bouchon, le bouchon est très rachou. Toute bière. C'est un cli même pour la fermeture, quoi. Pas pour m'en servir, mais c'est pour juste protéger la bouteille, quoi. Ne serait-ce que il fait en lui-même. D'accord, ok, j'avais pas compris ça. C'est ça le point. Alors, les caractéristiques, bon, ben, voilà, donc je vais passer en revue à peu près toutes les halakhot. Attendez. Comment ça se passe avec une boîte de thon, une boîte de conserve? Attendez, laissez-moi finir. Si vous me permettez, pour les boîtes de conserve, ça va faire partie de la Belacha Bezat Hashem de Bonnet. Bonnet, Bekina, ça c'est genre un show particulier là. Là, on touche plutôt Makavapatish, on finit quelque chose. Oui, on finit un kini. Je voudrais finir donc, toujours dans l'union de finir les choses. Finir les choses, parfumer des vêtements par exemple. Il y a des gens qui mettent du parfum dans leurs habits, dans les placards pour qu'il y ait des bonnes odeurs, ils mettent un parfum sur les habits. Parfumer des habits, c'est interdit. Parfumer le corps, alors là, parfumer le corps, il y a une grande discussion dans les poskim. Shitat Admor Hazaken est la suivante. Si une femme, je ne parle pas pour vous messieurs, hein, c'est interdit de vous parfumer, vous, interdit. L'otilbash begedisha. Pas pour une femme qui s'est parfumée Erev Shabbat, et qu'il lui reste des relents de l'odeur, elle a le droit de se rajouter encore de l'odeur. S'il ne reste plus rien, donc elle est mollie de quelque chose de nouveau qu'elle a en elle, donc c'est interdit. Mais en général, quand on met un parfum, il y a toujours un petit relent, donc elle peut. Donc dites à vos épouses, si elles veulent être parfumées, se parfumer Erev Shabbat, grâce à ça, elle pourra ensuite se parfumer pendant Shabbat même. Encore une fois pour... il peut arriver parfois qu'on a des chaussures et il y a un lacet qui se casse. C'est bizarre, ces gens parlent. Toute ça, la route, je vous dis, des fois, c'est à la fin d'un siman dans le Shulchan Aruch, des choses qu'on appelle le temps de voir, la fin. Et ça, c'est réuni dans le même chapitre qui est Makapatish. Mettre un lacet neuf, une chaussure, vous l'utilisez depuis un an, le lacet s'est cassé. Vous avez un lacet neuf en réserve, vous le mettez, c'est interdit. Que quelque part, vous créez un nouvel aspect de la chaussure. Votre chaussure, votre vieille chaussure, plus un lacet neuf, ça c'est interdit. Parce que vous voyez comment où vont nos chachamim dans leur xérot. Voilà. Alors, qui vous m'a dit, à un certain temps, voilà, je vous ai passé à peu près en revue cette petite mélacha, elle est petite, mais vous savez, chaque halakha que je viens de vous dire, ça demande une grande étude. Regardez les Mekorot, dans les Rishonim, etc., et c'est une grosse étude. Bien d'ailleurs, pour les boîtes, on en parlera. Hein, les boîtes de conserve, les boîtes qu'on jette, celles qu'on ne jette pas, les packs de lait, les tétrabriques de lait, bon, ça aussi, hein, c'est encore une paracha. Qu'est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on a le droit de côté? Est-ce qu'il faudrait détruire le pack de lait? Ça, on verra ça dans un tour de la prochaine. Mais je veux commencer maintenant à rentrer dans Shavuot. Et bientôt, c'est mamash moins de 15 jours. Des questions très fréquentes de Shavuot, c'est on a envie de faire le gâteau au fromage. Avant de commencer, est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de dire déjà? 2 minutes de détente. Oui, vous n'avez pas fini, Rav, vous n'avez pas fini pour les bouteilles de mashké. On peut ouvrir, oui ou non? D'après ce que je vous ai dit, mon avis, c'est qu'il faut faire un trou sur la bouteille avant. Dans le bouchon? Dans le bouchon. Mais on ne peut plus la fermer après. Voilà. C'est ça le but. C'est que, le bouchon il devient inutilisable. Excusez-moi, Rav, mais Maasé Rav, on a vu enfin, on a tous été chez le Rabbi, mais j'ai une question, peut-être je me trompe. Hein. Les bouteilles étaient ouvertes avant ou c'est le Rabbi les ouvrait? Maasé Rav, hein, je ne sais pas. Vous avez raison. Vous avez raison. Non, je pose une question, c'est qu'il était déjà ouvert ou le Rabbi l'ouvrait lui-même sans se poser une question? Non, mais il est évident que c'était ouvert avant. Attends, mon ami. Je vais juste vous raconter un petit maasé.
Vous êtes en Israël, vous pouvez vérifier. J'ai un gendre, le Rav Lev, qui connaît bien de chaque chose. Il était souvent en contact avec le Rav Groner, qui malheureusement nous a quittés. On a les voir ça. Sachez qu'il y a un groupe de rabbinim, comme ça on m'a rapporté, hein, c'est à vérifier, hein, je donne ça, je ne suis pas au courant de tout. Un groupe de rabbinim a demandé au rabbi de ne pas ouvrir les bouteilles Shabbat. Vérifiez cette shmoua. Ça veut dire que si la shmoua est vraie, ça voudrait dire que le rabbi penserait que c'est permis, mais que les rabbins nous ont dit que comme en Eretz Israël, il y a des gdolim qui interdisent, c'est mieux que ce ne soit pas le rabbi qui l'ouvre. Je vous donne ça sous C'est une halakha qui est sortie. C'est une halakha qui est sortie récemment, ça. L'interdiction d'ouvrir une bouteille ou c'est Non. Mais je fais Shabbat Kilchata, tout le monde parle de cette halakha-là. Mais la question que vous avez demandée est juste, c'est que si on a vu le rabbi le faire depuis que je discute, et ben voilà, j'ai remonté un peu, je me suis renseigné, une fois je demandais à et tout, il semblerait que le rabbi pense que c'est interdit, que c'est permis, pardon, qu'il faisait, mais le rabbin Chabad, je parle, hein. Ouais. Il c'est pas son cas, il a demandé au rabbi de ne pas l'ouvrir. De toute façon, le bouchon, il devient battel, il devient complètement battel par rapport à la valeur de la bouteille en elle-même. C'est la question. Pour faire un cure-dent, ça peut être assourd Minatora à cause de. Oui. Ce bouchon-là, au moment où vous cassez la bague, elle prend une fonction de bouchon. Donc vous créez un bouchon. Maintenant, je peux trouver un cas. Juste, je vais dire un peu. Et si la bouteille elle est finie avant, hein? Si la bouteille est finie pendant Shabbat, donc le bouchon, il n'a plus, son rôle de fermer. La bouteille, on sait qu'elle va être finie dans l'heure. Voilà. Donc, on peut ouvrir la bouteille sans problème. Pour la naga du rabbi. Il n'existe pas qu'il ouvre une bouteille. Donne-moi des glaçons, s'il te plaît. Donne-moi des glaçons. Il estimait que c'est le jeter sur place. C'est possible que ça soit la chose. Malgré tout, vous voyez que les rabbinim ont demandé au rabbi, avec toute la déférence imaginée, des rabbins, hein, je parle, de ne pas le faire. Parce que ça peut choquer certaines personnes. C'est intéressant. Je vérifier cette shmoua. Hein. Au contraire, moi, j'aime bien savoir quand il y a des petits massim comme ça. J'aime bien savoir. Mais en tout cas, moi, je crois qu'elle est vraie. Elle est vraiment vraie. Voilà. Si vous plaît, je voulais revenir sur votre exemple sur le balai brosse. Vous aviez dit si c'est fait en usine pour être enfoncé, j'ai compris que ça pouvait être maquillé patiche, mais quelque chose qui l'embout du balai qui se visse légèrement et puis ça s'est dévissé. Est-ce qu'on a le droit de revisser un peu plus? Est-ce qu'on a le droit? Vous voulez une précision là-dessus? Non, l'idée est simple. Quand quelque chose est fait pour être, il y a des gens qui, par exemple, ils achètent un manche à balai d'Afka à vis, et parce qu'ils n'ont pas où ranger leur balai. Donc, à chaque fois qu'ils finissent de balayer la maison, ils dévissent et rangent. Donc, au moment où ils le vissent, c'est jamais pour finir le balai. Le balai n'est jamais fini, entre guillemets. C'est toujours quelque chose qui est montable, démontable. Ça, c'est moutard. D'accord. Mais le balai, c'est pas comme ça. Il faut enfoncer comme un marteau. Une fois que vous avez mis le manche du marteau dans le morceau de fer, c'est fini, on n'en laisse plus. Donc, si un jour vous êtes en train de casser quelque chose, vous avez la bonne idée de prendre le manche du marteau et de l'enfoncer dans le morceau de fer du marteau, c'est pas chute, ça peut être un patiche, ça. C'est ça que je dis. Alors, il y a des balais qui, effectivement, une fois qu'on ne lève plus, c'est tout. C'est ça leur filou. J'ai compris, merci. Rav, je voulais revenir aussi sur votre exemple sur le parfum. Est-ce que c'est parce que ça ressemble à l'usage des femmes ou parce qu'il ne faut surtout pas mouiller un habit? Si vous pouviez reprendre. Quand je vous avais parlé de ça, c'est rien à voir avec les femmes. Je vous avais parlé de ça. On est un peu dans ma keva patiche parce que le fait de parfumer un habit ou quelque chose, c'est il est mieux, quoi. Parfumer, on le finit, quoi. Non, et j'ai fait, en parenthèse, en souriant, j'ai dit, je parle des femmes, pas des hommes. Parce que c'est vrai, excusez-moi, hein, je connais des personnes, ils vont à la choule, ils laissent une traînée de parfum derrière eux. C'est pas pour nous, ça. Quand même. Non, hein.
mettre un petit déodorant juste pour pas qu'il y ait des mauvaises odeurs, mais qu'il n'y a pas d'odeur, on peut le faire. Mais qu'un homme, il se promène maintenant, ils font tellement la mode, ils inventent des parfums pour hommes. Alors, parfums pour hommes, donc un homme a le droit de se parfumer. C'est les goïms qui inventent ça. Un homme n'a pas le droit de sentir. Sur l'habit, on ne peut pas le faire pendant Shabbat de mettre un liquide sur l'habit. Non, imaginez par exemple qu'il saupoudre un tout petit peu. Il n'y aura pas un problème de shriatose et kibusso. Comme un tout petit peu. Comme une éponge, qu'on a le droit d'enlever un peu d'eau de la table avec une éponge. Interdit à cause de créer quelque chose qui est maintenant qui sent bon. À cause de Makeva Patish. Oui, bonjour Rav Zerbib. J'ai une question. Le Shabbat, si par exemple la parochet du Aaron, elle s'est défait au moment qu'on l'a fermée, est-ce qu'on a le droit de le replacer? Alors, ça consiste à quoi? Le mettre sur le crochet seulement? Oui. Plusieurs crochets se sont défaits, on raccroche. Parce que c'est le derrière d'être mis dans. Oui, vous avez le droit. Pas de problème. Et pour revenir sur la fourchette en plastique, si la fourchette, on ne la casse pas, mais par exemple, on écrase une pointe. Et en écrasant la pointe, il l'utilise comme cure-dent. Est-ce que c'est permis, ça? Sans briser la fourchette. Pour l'utiliser comme cure-dent ou quoi que ce soit, oui, c'est ça? Oui. Regardez, ça, c'est ma main. C'est ma main, je marque le Non, mais sans la casser, sans la casser. Sans la casser. Ah. Alors, si vous utilisez la pointe, il n'y a aucun problème. Modifie légèrement, on modifie la pointe. Légèrement. Il la plie. Si vous avez besoin de la rendre plus aiguisée, c'est ma thérapeutique, encore une fois. Si vous utilisez la pointe innocemment, sans la casser, il n'y a aucun problème. Mais si maintenant, vous voyez qu'elle est un peu usée, au bout, elle est un peu usée, alors avec l'ongle ou avec un couteau, j'ai vu qu'une fois quelqu'un a pris un couteau, il a commencé à l'aiguiser, la pointe. Il dit, mais malheureux, tu es en train d'aiguiser la chose, tu es en train de faire un kessam, là, tu es en train de faire un quepon, c'est assaut. C'est assaut à cause de ma thérapeutique. D'accord, merci beaucoup. Concernant un traitement sur les médicaments, on sait qu'il n'est pas permis de prendre un médicament le Shabbat. Par contre, quand on a mal à la tête, par exemple, mais la veille avant Shabbat, on peut poursuivre le traitement dans la mesure où on l'a fait avant. Je vais peut-être vous décevoir, mais ce n'est pas tout à fait exact. Ah. Je vais vous expliquer ce que vous dites. Un cholé, chez Enbo Sakana, c'est quelqu'un qui est malade au point d'être salité en gros. Quoi. Salité, même qu'il n'est pas en Sakana, il a le droit de prendre des médicaments. Quelqu'un qui a un mirouche, qui a un mal de tête, il ne se sent pas bien et tout, il n'a pas le droit de prendre un médicament. De manière générale, Rov des cas, une personne qui a un traitement, c'est qu'il a quelque chose, une maladie qui normalement l'oblige plus ou moins à s'allonger. En gros, quelqu'un qui est sous antibiotiques, vous êtes d'accord, il y a quelque chose de sérieux. Normalement, mais je vais aller jusqu'au bout pour que vous compreniez bien l'idée que je veux dire maintenant. Une jeune fille, j'ai des élèves à Petrika, elles ont un traitement de mettre sur leur petit bobo les boutons d'acné. Alors elle me dit, puisque j'ai un traitement de boutons d'acné, je dois mettre. Mes boutons d'acné, ce n'est pas une maladie. Ça dépend combien de temps avant le chidour. D'accord. Le tirout, c'est la réponse. D'accord, les quelques mots avant le. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais te la mettre 3 jours avant si vous parlez. C'est pas vrai. Mais vous avez raison qu'en général, quand il y a un traitement, on peut le continuer parce que quand il y a un traitement qu'un médecin vous donne, c'est qu'il y a une maladie. C'est quelque chose qui est relais. C'est ça le point. Mais c'est pas. Sinon, quelqu'un il a un mal de tête qui n'est pas un relais, mais il a mal de tête. Alors, dis-moi, je prends 3 jours avant Shabbat, je vais prendre un. Rav, c'est même recommandé à Kippour de continuer son traitement. Me semble-t-il. Quelqu'un qui a un traitement, un médicament à prendre même à Kippour, il doit le prendre. Me semble-t-il. Mais ça dépend de quoi? De qui vous parlez là? Oui. Oui, non, mais que le médecin le prend, il n'y a aucun problème. Exactement. Exactement. Une fois, c'est pour ça que je vous fais bien attraper un écoudard. Si une personne, un diabétique, c'est évident qu'il doit prendre son médicament, il a un guédère de cholé chez Sakana, il le prend même Yom Kippour, un problème. Mais si c'est quelqu'un qui n'est pas dans ce guédère-là, mais il dit, moi j'ai un traitement donc je le prends, je dis non, c'est pas vrai. Pas parce que tu l'as pris une semaine avant que ça te donne un verre. Si maintenant, la raison pour laquelle tu prends ce médicament, c'est parce que tu es cholé, tu peux continuer. Voilà. Et pour un mal de tête, c'est pas valable. Voilà.
Non. S'il vous plaît, j'ai oublié une question, s'il vous plaît. C'était pour savoir, pour des sites qu'on a remarqué pendant Shabbat, que le nœud, il n'est pas exactement, ça s'est défait. Quand on le serre, c'est maquillé patiche, ça? Quand on le serre, le nœud. Le nœud des titites, par exemple? Oui, des sites pendant Shabbat. Ouais. C'est pas maquillé patiche, c'est kosher, mais c'est un Minatora. C'est kosher. C'est quoi? Ah, kosher. Le deuxième, hein, sur l'eau, je parle. Oui, le deuxième, oui. Mis à part que un Ah bon? titit, il n'est pas passoul si un titit, il n'est pas passoul si le nœud il se détache. Non, s'il se détache, ils sont toujours en train de se détacher. C'est ça. Même s'il manque quelques nœuds, il reste cachère. Oui, absolument. Oui, mais excusez-moi, mais le fait que ça se soit détaché, le nœud, il existe quand même. C'est-à-dire le serrer, là. Est-ce que, pour pas que ça se défasse encore plus, le serrer, là, c'est pas maquillé patiche, là, parce qu'il est existant. La forme du nœud, il est existant. Si vous voulez, vous créez rien, là. Non. Vous posez une question générale. Quelqu'un m'a demandé tout, quelqu'un d'autre que c'est macabre. Je dis non, c'est kosher, c'est notre mlacha, c'est interdit à cause d'attacher. Maintenant, il y a une question générale dans toutes les mlachot. Quand je fais la mlacha de kosher, pourquoi je ne dis pas aussi que c'est macabre patiche? Vous voyez, quand je cuis un morceau de viande, je suis en train de cuire et je finis le morceau de viande pour le nom. Alors là, la Gemara, elle parle de ça. Quelquefois, la limite entre macabre patiche, finir quelque chose et faire une autre mlacha, elle est très fine. Mais là, c'est marqué clair que le fait de serrer faire un double nœud, c'est interdit pas à cause de macabre patiche, c'est interdit à cause de kosher, d'attacher. Merci. D'accord? Merci, monsieur. Voilà. S'il n'y a plus de questions, on passe un petit peu à... Écoutez, on va traiter un point, je vais essayer de vous expliquer. Ça demande une étude, bien sûr, approfondie. Une question qui est très, 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 très souvent demandée. Les chalotes de Shabbat, je veux les manger avec du café au lait dimanche matin. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Je pense que tout le monde a la question. Est-ce que les chalotes sont bassarites? Les chalotes qu'on a fait dans le four de bassar, est-ce qu'elles sont bassarites? Et comme ça, on va élargir le débat. Pendant Shavuot, est-ce qu'il y a un moyen de faire cuire des gâteaux dans côté bassari et les manger avec du beurre, du fromage? Question générale. Alors, je vais aller du cas de la caverne, on va dire. On va analyser qu'est-ce qui se passe. Alors, seulement un autre sujet, hein, on rentre dans Yoredea, tout le début c'est Orachayim, c'est Shabbat. Maintenant c'est Yoredea. Le programme de Shmicha d'ailleurs, Yoredea. Si vous faites cuire du pain, il faut distinguer un certain nombre de cas. Le cas le plus négatif, c'est le cas où votre four n'est pas nettoyé. Elle en a qui? Vous avez fait du poulet, les parois sont pleines de graisse de poulet encore, vous avez le plateau en dessous qui a encore des relents de poulet, et vous avez fait du pain à l'intérieur. Bon, ça, c'est évident, pas shoot, que le pain, il avale donc tout ce goût-là, ça peut être des petits morceaux de viande qui traitent, du jus, de l'huile qui a cuit, ça peut être de la graisse de poulet fondue, etc., qui rentre dans le pain, il devient bassari, il est interdit. Il n'est pas interdit, il ne peut pas le prendre, il n'est pas parvé, il est bassari. Qu'est-ce que c'est le cas où j'ai fait cuire? J'ai entendu ça, donc je nettoie mon four. Et je fais cuire des chalotes dans mon four propre. Quand je dis propre, sur la chariout, votre chariout, la chariout de la ekeret habaï de la isha, de la femme. C'est-à-dire mon four est propre. Passez dehors, l'éponge, je passe le doigt dessus, impeccable. On va faire la distinction entre si le four il est beignomo ou pas beignomo. Beignomo, ça veut dire on a fait de la viande dans les dernières 24 heures. Et pas beignomo, pas fils du jour, mot de mot, pas beignomo. Alors, c'est-à-dire qu'on fait de la viande il y a plus de 24 heures, c'est un dîme qui est un peu différent. Alors, si on a fait du pain sur les plaques du four, directement, sur les plaques du four, directement,
que le pain était en contact avec le plateau, et que ce plateau a avalé de la viande la veille au soir ou le matin. Il est propre maintenant. Ce pain-là, il n'a pas pris du ba'aïn, il n'a pas pris du goût de viande directement, mais quand on a fait que le poulet ou la viande, quand on a fait que du poulet ou de la viande, il se trouve que le goût du poulet est rentré dans la paroi, et au moment où on pose le pain ou le gâteau dessus, les Chachamim nous disent que le contact à chaud entre ce pain et le plateau fait que le goût de poulet ou de viande, il ressort dans le pain. Et est-ce que le pain, il est toujours parvé ou pas? C'est une grande marloquette dans les poskim. C'est pour ceux qui ont déjà entendu ça, ça s'appelle le din de Nat Barnat, un mot savant. Noten tam, bar noten tam. Ça veut dire que le goût qu'il y a dans le pain, c'est du goût de viande ou de poulet qui est déjà rentré dans les parois du four. Premier nat. Barnat, fils de goût. Du goût, fils de goût. Donc, c'est le goût qui est rentré dans le plateau et il est sorti dans le pain. Donc, en fait, le goût en question de poulet, il a eu le temps de beaucoup s'édulcorer dans la mesure où il est déjà rentré dans la paroi et il est ressorti dans le pain. Notre minage, notre psak du Shulchan d'après le Rama, notre psak à nous chez Chabad, c'est que quand c'est Ben Yomo, le pain qui a pris ce goût-là de viande, on ne le mange pas avec du lait. Pour d'autres poskim, le Bet Yosef parfois, pour les Sfaradim, il y a des discussions aussi, il y a des coulottes. Il y a des coulottes, il y a des permissions de prendre ce pain qui a été cuit donc dans un four de viande Ben Yomo, vous vous rendez compte. Vendredi matin, on a fait la viande, on a nettoyé parfaitement, sans cachériser bien sûr le feu. Je suis fou là, toi. On a fait 2 heures après. Pour le Bet Yosef et tout, il y a des permissions de prendre avec du lait. Chez nous, c'est net, c'est interdit. Lorsque le four, alors je vais un peu mieux, lorsque le four n'est pas Ben Yomo, ça veut dire que le pain il a été mis en contact avec les plaques, mais les plaques n'ont pas avalé du goût de poulet ou de viande dans les dernières 24 heures. Et ça, on sait que ça devient noten tamivgam, le goût en question qui est dedans, il n'est pas goût, il n'est pas bon. Donc, Meïkaradi, il n'y a pas de problème. Meïkaradi. Bon, les khatrila, quand même, on évite. Les khatrila, on ne comprend pas. Pour diverses raisons. Les khatrila, on n'a pas le droit d'être gorem. Si ça a été fait déjà et mélangé, il y a des terribles. Mais les khatrila, faire cuire du nat barnat, a priori, même dans des kelim pas benyomo, pour les manger avec du lait, les khatrila, on évite. Il y a des poskim qui permettent, Erev Shabbat, c'est le Chochmat qui permet Erev Shabbat, dans des cas exceptionnels. Vous savez que ce que je vous dis, c'est très démassé. C'est tout le problème. Vous avez fait que des haricots verts. Du côté viande, dans une marmite pas badioma, et le lendemain, vous avez envie de prendre ces haricots verts, ou des pâtes, voilà, des pâtes. Vous faites des pâtes du côté viande. Le lendemain, vous avez envie de prendre ces pâtes avec du fromage. C'est machine bécolium. Moi, j'ai envie de les gratiner, moi. Ces pâtes-là, j'ai envie de les mettre au four avec du fromage par-dessus, au four de lait. Plein de pâtes à la maison, on a une grande famille. Voilà. Eh bien, écoutez bien le point. Il y a un éther pour nous aussi. Le éther, c'est si les pâtes ont été faites dans un kéli de viande, et nos beignomo, qui avait plus de 24 heures de viande, et qu'au moment où à la fin on n'avait pas l'intention de faire le gratin, ça s'est fait comme ça pour manger du côté viande, puis il en est resté. Le lendemain midi, allez hop, on va faire un gratin avec. Bédiabat, ça a déjà été fait, on a le droit de faire un gratin avec ses pâtes. C'est un éther à utiliser avec prudence quand même. Hein. J'ai envie de vous dire, si ça vous arrive, appelez-moi, je vous donnerai le stempel de éther. Parce qu'on peut vite s'embrouiller dans ça. Beignomo, pas beignomo, c'est compliqué. Donc vous voyez que si le pain était en contact avec les plaques, vous voyez, ça un peu oui, un peu non, ça dépend beignomo, pas beignomo, c'est problématique. Donc regardez le cas que je vais vous donner maintenant. Et le cas le plus fréquent, dans l'immense majorité des cas, quand les nachim elles font le pain ou les gâteaux pour Shabbat, elles le font sur des plaques, certes, mais en mettant du papier aluminium dessus, ou dans des moules. Le robe des cas, c'est comme ça. Bon, dans des cas exceptionnels, elles font directement sur les plaques qui ont contenu de la viande.
Mais chaque fois que, le rôle des cas que je demande, mais non, bien sûr, on fait dans des moules, hein, toujours papier aluminium. Je dis bien aluminium, pas du papier sulfurisé. Sulfurisé, c'est perméable. Papier aluminium, pas shoot. Sur la plaque, on est papier aluminium. Donc, si une femme, écoutez, notez ça et répétez ça à vos femmes. Vous faites du pain dans un four propre, impeccablement propre. Et vous avez mis sur la plaque en dessous du papier aluminium. Vous avez posé le pain dessus, ou les gâteaux. Ou bien les pains et les gâteaux sont sur des moules, dans des moules. Donc pas en contact direct avec les plaques qui ont reçu la viande. Le pain qui est à l'intérieur de ces moules, il est parvé, vous pouvez le prendre avec du lait. C'est facile, hein, franchement, c'est facile. Bon, je vous dis tout de suite. Au-dessus de 24 heures. Alors, dans ce que je viens de vous dire maintenant, plus ou moins de 24 heures, c'était quand c'était le problème de Nat Barnat, quand on avait mis directement le pain sur la plaque. Sur la plaque. Mais si vous le mettez dans des moules, même Yomo on peut le permettre. Vous trouverez des marmirim qui vont vous dire c'est mieux de faire brûler. J'ai trouvé des marmirim. Avant de faire votre pain, laissez votre four brûler 5 minutes. Ok, la malo. Si j'ai 5 minutes, je vais brûler mon four. Laissez brûler mon four 5 minutes. La malo, pourquoi pas. Moi, il est très rare. Il est très rare qu'on fasse de la viande le vendredi au four. En général, on va faire par exemple du poulet en semaine et ça va intervenir 3-4 jours auparavant, on va dire. Donc, le pain que je vais cuire pendant vendredi, éventuellement, je peux m'en servir Shabbat pour manger avec du fromage. Alpiad Morazaken, et bien entendu, il n'est pas cuit à même la plaque, il est cuit sur un papier sulfurisé. Papier aluminium, pas sulfurisé. D'accord. Attention, oui. Répétez ça. Donc, si c'est sulfurisé, c'est pas bon. Non, sulfurisé, c'est perméable. Il faut que le four il soit propre. Oui. Quel est le guédère de propre? Demandez à vos épouses. Je ne fais pas de pyrolyse, je ne fais pas de catalyse. Oh, moi, je demande à elle, elle me dit, il est propre, tu peux y aller. Et c'est ce que c'est. Certains vont dire, oui, mais dans les interstices. Je peux vous garantir, quand j'ouvre le four, il est propre, c'est tout. Vous avez une femme qui est soigneuse, elle vous dira, il n'y a rien. Une fois que j'ai nettoyé mon four, il ne reste plus rien dedans. Elle passe les produits qu'on a de 2 jours, sans aller jusqu'à la choumanite, hein, je vous rassure. Ouais. Bon produit, maintenant, il y a des fours auto-nettoyants, Rav. Il y a des fours auto-nettoyants. Encore mieux, c'est encore mieux, je ne connais pas. Enfin, c'est à vous de vérifier. Mais si vous avez des fours auto-nettoyants, mais surtout, hein, vous dites à vos épouses de regarder, mettre sa main dedans, mettre le nez dedans, si j'ose dire, elle vous dit le four est propre. C'est sûr que s'il y a du goût de viande qui va rentrer dans le pain, hein, c'est pas qu'il y a des morceaux qui traînent, c'est peut-être de l'air. Mais... Au bout de combien de temps ce qu'il peut y avoir dans l'ambiance du four, on va dire, peut être battel pour que ça ne rentre pas en ligne de compte? Non, ça ne rentre pas du tout en ligne de compte, ça. Maman, pyrolyse. Je suis en train de vous dire que si le pain n'est pas en contact direct, il y a du papier aluminium ou des moules, il n'y a pas de problème, c'est parfait. Vous aurez pu me demander, mais le pain, il fait un peu des vapeurs, ça s'appelle zéa. Il fait des vapeurs. Eh bien, sachez, ou réar, du réar. Eh bien, sachez que le pain, le réar ou le zéa qui sort du pain, alors ça, il y a un rama dans Torah Tratat, et pose qui me parle de ça. Le réar, l'humidité, l'espèce de vapeur qui va sortir du gâteau, du pain. Je ne parle pas que vous êtes en train de faire cuire des pâtes avec de l'eau, je ne parle pas de ça. Je parle du gâteau et des pains. Le zéa qui sort de ce pain, il n'est pas suffisant pour aller remonter dans le plafond du four ou dans les parts du four, aller extirper du goût et le remettre dans le pain. Non. Là, on dit Recha Lav Miltaï. Bon, c'est bien sûr, c'est des démonstrations, si ça vous intéresse à l'occasion. Il y a un four pyrolyse. Maman, four pyrolyse. Non, bien sûr, sans pyrolyse. Pyrolyse, tu as cachériser ton four. Excusez-moi. C'est pas cachériser. Allez-y, madame. Quand vous parlez de la propreté du four, vous parlez du plateau ou même des parois? Si les parois ne sont pas lavées, mais le plateau est très bien lavé, est-ce que c'est le même din? C'est pas le même din, c'est plus problématique. Il faut que les parois soient propres aussi. Alors, c'est vrai que d'après ce que je viens de vous dire maintenant, que si on dit qu'il n'y a pas de zéa, il n'y a pas d'humidité ou très peu dans le pain, donc il n'y a pas, si vous voulez, un agent conducteur qui pourra aller ramasser des saletés sur les parois. Mais quand même, il ne faut pas prétendre avoir du pain parvé s'il est entouré comme ça dans ces parois chaudes. Par inadvertance, ça peut toucher les parois et tout. Donc, je ne peux pas donner un éther comme ça.
Bon, peut-être Bediabat, quelqu'un qui l'a fait, mais dans le Lechat, je suis en train de vous donner maintenant dans la Chot Lechatrila. Il faut vraiment vivre comme ça tous les vendredis. Ça, il faut que le four soit propre de tous les côtés. Merci. Voilà, je vous en prie. Voilà. Donc, Rav retenez Zerbib, encore 5 minutes, Rav Zerbib. Ouais, Une encore petite 5 minutes. question à propos du nettoyage. Est-ce que le produit de nettoyage lui-même annule le matzav, le statut de Bassari? Non, non, parce que Ouais, lorsque le bonjour four Chaim. dans les parois, Tu m'entends? dans les Ah non, parois, tu m'entends pas, alors attends, parce que peut-être que. Alors, on Chaim, peut imaginer que si on met de l'eau, oui, oui, il est là. Donc, et que Pogem, le goût qu'il y a activé, dedans. voilà. Donc, Ouais. tu nous entends Et- là, Chaim? Coupez les micros, s'il vous plaît. Ouais, vous entendez là? Voilà. Le fait de mettre un produit à Pogem, comme de la Javel ou la Choumanite et tout, oui, ça rend pas goût, mais c'est quand même du goût. Ouais, c'est un goût pas goût. Donc, ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est que la zéa qui sort des gâteaux, qui sort du pain, elle n'a pas un corps d'aller extirper ce qu'il y a dans les parois. Donc, je n'ai même pas besoin de les rendre pas goût, même si elles sont lichvar, même si elles sont bédiomo. Le pain n'a pas, tant que le pain ne touche pas. C'est pour ça que j'ai dit à madame tout à l'heure, si c'est sale vraiment, on ne sait jamais, un petit mouvement, votre gâteau, votre pain, il a touché les parois, c'est fini. Il devient un bassari, c'est une catastrophe. Ou bien les pâtes, on ne peut pas. Mais si vraiment les parois sont propres, il faut faire attention. Alors, bien sûr, je compte sur vous, votre propreté et tout. C'est quand même très pratique. Il y a des gens qui me disent, moi, depuis que je connais cet alara, je suis très, très content de pouvoir, on a plein de tralottes qu'on voudrait bien utiliser avec du lait pendant la semaine et c'est pratique. Attention, messieurs, hein, et dames, messieurs, dames. Je ne parle pas des chalotes qui ont traîné sur la table de Shabbat. Vous m'avez compris, des chalotes bien propres. Ou alors, vous avez pris la précaution, comme dans certaines familles, ils coupent des grosses chalotes comme ça, ils donnent un morceau à chacun et puis ils mettent à côté. Qu'elles ne se salissent pas. Mais sinon, quand ça traîne dans les mains des enfants, c'est sûr que les chalotes deviennent massari. Je ne parle pas de ça. Hein. Je parle qu'elles sont propres, cuites dans un four, dans un moule. Voilà. Rav, juste une question, pardon, Mechila. Une chala, Alpiad Morazaken, à partir du moment où on passe notre four au pyrolyse, est-ce qu'on peut se servir réellement de cette. C'est-à-dire que le même four, on peut se servir de lait ou de viande? Ah, on peut, pas de chala. Non, on ne parle pas de la chala. Le même four, on se sert de lait ou de viande avec pyrolyse, nettoyage en fond en compte, avec plateau différent, avec tout. Alors, avant cette question, après je réponds à la vôtre. J'ai une vaisselle de lait. J'ai acheté une belle vaisselle de lait, on a mangé, on a fait un gratin, tout est lait. Après, je suis mitraret, j'ai dit, j'ai investi 200 €. C'est Chaval Azman d'avoir une vaisselle de lait 200 €. Je peux faire la mettre viande. Et m'acheter une vaisselle plus zol que ça, moins cher. Chaval. Sachez qu'on n'a pas le droit de changer la destination de lait à viande ou l'inverse. Pourquoi? Parce que, comme de manière générale, en général, hein, on prend l'habitude d'utiliser viande. Si on commence à changer, on va s'embrouiller. Je vous dis tout de suite, c'est marloquette. Pour les Sfaradim permettent ça. Ils permettent de passer de lait à viande à viande. Notre minag, c'est de ne pas faire ça. Maintenant, il y a des cas, écoutez, je vous donne des cas d'exception. Si on a cachérisé de la vaisselle parce qu'elle est devenue taref, ou bien on l'a cachérisé pour Pessar, par exemple. Cette année, ça s'est fait beaucoup à cause du confinement. Il y a beaucoup qui ont cachérisé des choses qu'ils n'ont jamais fait avant. Si on cachérise une vaisselle, alors le fait de la cachériser, donc pour une raison, parce qu'elle est devenue taref, ou bien parce que c'était Pessar, alors là, après Pessar, on peut changer de destination. Ça, c'est la première raison. Premier cas, pardon. Deuxième cas qui a ramené dans les poskim, si on laisse cette vaisselle 1 an de côté. 1 an. Si vous laissez 1 an de côté cette vaisselle, on se déshabitue de l'utiliser bien. Alors, au bout d'1 an, on peut changer d'utilisation. Comme ça marche à la poskim. Donc, ou bien ça devient taref et on la cachérise, ou bien on attend 1 an. Maintenant, je vous dis une réflexion que je fais avec vous. Hein, je réfléchis avec vous. Vous me parlez pour le four. C'est la même chose pour le four. Si vous avez l'habitude d'utiliser le four à viande, si on commence à dire, voilà, on va pyrolyser, imaginez que votre femme… On va dire exceptionnel. Exceptionnellement pour les gâteaux de Shavuot. Alors moi, j'ai mes petits-enfants qui viennent, c'est le confinement, ils viennent passer l'après-midi à la maison et ils ne se gênent pas. Hop, le four, on met une pita à chauffer. Vous savez très bien comment ça marche, Baruch Hashem. Les enfants, ils viennent. Ils ne vont pas comprendre qu'aujourd'hui, c'est viande et demain, c'est lait. C'est impossible, vous voyez.
Par contre, si vous me dites maintenant pour le four, on peut imaginer qu'à titre exceptionnel, par exemple, et c'est ça le rapport qu'il y a avec Shavuot, qu'à titre exceptionnel, on peut imaginer, vous trouvez des cholkim sur ça qui sont d'accord, mais c'est que à titre exceptionnel, s'il n'y a pas un autre choix, on pourrait pyrolyser son four de viande et faire une production pour Shavuot. Nigma, on finit la production et c'est fini, après il redevient viande. Ça, on peut permettre. Les dates, on peut permettre cette chose. Rav Zerbib. J'ai compris ce que j'ai dit, oui. Ouais, très bien. Rav Zerbib, Je n'ai pas entendu, ça a coupé complètement. Non, vous poserez des questions, s'il vous plaît, messieurs. Pardon, juste. Non, je suis obligé de couper. J'ai un autre cours qui arrive après. La dernière question de 2 minutes. On a le droit de pyrolyser, faire une production et ensuite on remet viande, mais à titre exceptionnel, comme par exemple pour Shavuot. Allez-y. Menachem, vas-y. Je vous écrirai en privé. Voilà, il n'y a pas de problème. Parce que ça saute et mon réseau, il n'est pas bon. Merci en tout cas, merci beaucoup. De toute façon, vous pouvez m'appeler, hein, il n'y a pas de problème, je réponds au téléphone, hein, pas de problème. Khazak, Rav Zerbib, merci beaucoup. Bonne soirée, apprenez bien, continuez à bien l'apprendre. Khazak, merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Et bonsoir, Nathanaël. Merci beaucoup. Khazak. Bonsoir, Rav Zerbib.